Bon, il est peut-être temps qu'on parle d'Oppenheimer. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 8, 7, 6, 5, 4. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique du film Oppenheimer. Et oui, après 2 semaines qu'il soit sorti en salle, je l'ai enfin vu, avec mon planning qui s'est enfin libéré, j'ai enfin pu voir le film Oppenheimer de Christopher Nolan. Alors, j'étais un peu en décalage, je suis vraiment désolé de pouvoir vous la sortir que maintenant, mais franchement, je pouvais pas le voir avant, et il fallait vraiment que je sois posé pour voir ce film, et effectivement, il fallait vraiment qu'on soit posé, parce que je vous dis, après avoir vu le film, j'ai regardé le sol, il pleut en plus en ce moment en Belgique, il pleut à mort, et j'ai regardé le sol pendant un quart d'heure, à rien faire d'autre, en voyant la pluie. Vous voyez les gouttes comme vous voyez au début du film, ou encore à la fin du film, c'est... Voilà, il fallait que j'en parle. Donc j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez vu le film Oppenheimer, vu maintenant qu'il est déjà sorti depuis 2 semaines. On va parler ici du film sans spoiler, et on va parler un peu plus sans spoiler très rapidement, parce que je pense qu'on va plutôt parler de l'aspect technique sans spoiler, et après, au niveau de l'histoire, il va falloir spoiler, parce qu'il y a énormément de choses à évoquer. Mais voilà, le film Oppenheimer, déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, figurez-vous que c'est vraiment, je pense, le meilleur biopic que j'ai vu de ma vie, et peut-être l'un des meilleurs de Nolan. Je dirais peut-être pas le meilleur pour le moment, parce qu'il faut vraiment attendre à froid le temps que je digère le film, pardon. Mais pour le moment, je trouve que le film, il fait vraiment très bien son taf, il est vraiment très stressant, il est vraiment très très fort dans sa façon d'être réalisé, et je trouve que Christopher Nolan est encore une fois très 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 fort et très brillant dans ce qu'il propose. Et ici, c'est son deuxième film qui parle d'événements historiques, après le film Dunkerque, sorti, je crois, en 2017. Ici, on retrouve donc le film Oppenheimer, avec Cillian Murphy au casting, mais encore un casting encore incroyable. Je pense qu'il y a forcément Emily Blunt, il y a encore Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, George Hartnett, il y a énormément d'acteurs qui sont dans ce film, encore même Rami Malek, il y a tout plein de grosses têtes d'affiche qui sont là en tant que personnages secondaires, et ça c'est encore plus incroyable. Alors le film Oppenheimer, qu'est-ce que ça raconte pour ceux qui n'ont pas encore vu le film? Eh bien c'est tout simplement l'histoire de Robert Oppenheimer, de ses débuts jusqu'au moment où il a créé sa bombe, mais aussi de l'après. Et alors il faut savoir que cette histoire n'est pas dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que Christopher Nolan l'avait bien précisé, il n'aime pas raconter une histoire de manière chronologique, donc de A à Z, il aime bien c'est reprendre des moments à certains moments et de faire des liens entre différentes époques. Et dans ce film-là, il le fait, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, parce que ça apporte une sorte de mystère, on va dire, au début du film, concernant certaines scènes, on te montre ce qui se passe, mais tu te demandes, pardon, pourquoi est-ce qu'ils font tout ça, et après tu découvres par la suite ce qui se passe réellement, et ça je trouve que c'était vraiment fort. Mais le point fort aussi de ce film, donc c'est bien la réalisation, c'est l'aspect, donc vous voyez ici l'aspect subjectif du point de vue d'Oppenheimer. Oui, parce que la majorité du film, les images en couleur comme ça, c'est pour te montrer donc le film du point de vue d'Oppenheimer. On a vraiment l'impression que tout tourne autour de lui pendant le film. C'est vraiment le monde essaye d'apporter la pierre à son édifice, donc au projet Manhattan, qui est donc mené par Oppenheimer. Mais tu as aussi donc les autres scènes en noir et blanc, avec comme par exemple ici l'amiral Strauss, donc joué par Robert Downey Jr., où ce sont vraiment les points de vue plus subjectifs, non pas plutôt subjectifs, plutôt objectifs de l'histoire, où tu vas justement essayer de voir le point de vue normal, le point de vue réel de la chose, comment est-ce que le monde perçoit la chose, et pas comment Oppenheimer perçoit la chose. Et ça, je trouve que c'était plutôt bien dosé dans le film, ça revient pas énormément, mais il y a des moments qui sont vraiment très importants, des moments surtout au niveau du tribunal, au niveau du congrès, je crois, il y a vraiment des scènes qui sont très importantes avec le noir et blanc, mais la majorité du film, on va vraiment se concentrer sur le personnage d'Oppenheimer, étant donné que c'est son biopic.
Et effectivement, les acteurs sont tous formidables. Cillian Murphy porte très bien le film, il est très fort dans son rôle, il joue très bien le physicien un peu égocentrique, un peu imbu de sa personne. Tu sens qu'il est très difficile à déchiffrer par moments avec son passé, avec ce qu'il peut proposer et aussi toutes les relations qu'il a avec les différents personnages durant le film. Et on a aussi donc le personnage de Robert Downey Jr., donc, qui joue le rôle de l'amiral Strauss, qui est formidable. Je trouve qu'il est incroyable. Je pense que c'est la meilleure performance que j'ai vue de Robert Downey Jr. dans un film. Il est incroyable dans ce film. Tu sens qu'il y a un twist autour de lui un moment pendant le film et ça fonctionne super bien. Tu comprends mieux certaines choses et ouais, c'est fou. Après, on a aussi le personnage de Matt Damon qui joue donc le personnage de Groves, qui est donc le gars de l'armée qui va faire vraiment créer un lien d'amitié avec Oppenheimer pendant toutes ces années où ils vont mener à bien le projet Manhattan, entre le début où il sent que le gars il veut pas le croire sur parole, il faut qu'il ait des choses concrètes, il faut que ce soit vraiment bien réalisé, et ensuite ben, il commence à le faire de plus en plus confiance au fur et à mesure que le film avance. Ça fonctionne super bien aussi. On a également le personnage de Josh Hartnett qui joue donc le personnage de Lawrence, Ernest Lawrence, qui dans ce film a quand même son rôle, parce que c'est quand même une des premières personnes qui va assister Oppenheimer dans son projet du début, donc au moment où il est encore professeur, qu'il essaye donc d'enseigner la physique, à ensuite au projet Manhattan qui va donc se dérouler quelques années plus tard. Et on a également donc les intérêts amoureux, à savoir donc Florence Pugh qui joue le rôle de Jean dans le film, qui est donc le premier amour, on va dire, d'Oppenheimer, le premier véritable amour, quand il était encore jeune professeur, et que, ouais, non, il y a vraiment toute cette relation qui est assez compliquée aussi, parce qu'il y a aussi les enjeux politiques, il y a aussi comment on va dire ça, les contacts au niveau du communisme, etc., qui vont poser problème. Et on a aussi donc ensuite la femme que vous voyez juste ici derrière, Emily Blunt, la femme donc d'Oppenheimer, Kitty Oppenheimer, qui donc elle sera donc la femme qui se mariera à Oppenheimer plus tard. Il y a aussi des relations, des petits conflits de cette histoire amoureuse qu'il y a entre donc Oppenheimer et les deux femmes, donc Kitty et Jean, et tu sens que tout au long du film, malgré que c'est un film qui va rapporter donc des événements historiques, qui va parler d'un événement dramatique, il y a quand même cette histoire amoureuse qui arrive quand même à se ficeler au milieu de tout ça, et qui aura donc sans importance par la suite. Maintenant, ouais, ce film, on peut pas l'évoquer sans forcément parler de l'aspect des visuels, qui sont apparus plusieurs fois pendant le film, à des moments précis, la musique, les sons, la lumière, c'est une dinguerie. La mise en scène est vraiment très forte. Il y a toute cette séquence où tu vois, toute cette séquence, plusieurs moments dans le film où il parle d'étincelles, de réactions en chaîne, et il te montre des visuels comme ceci. Et le fait de savoir que ce ne sont pas des effets spéciaux, des effets visuels par numérique, que ce sont des effets visuels pratiques, ça rend la chose encore plus vraie, plus immersive, je trouve. Et ça rend super bien. Il y a des moments où il te montre des étincelles, il y a des moments où il te montre des flammes, un mur de flammes, et c'est tout aussi magnifique. Et je trouve que ça rendait super bien parce que ça montrait aussi d'une part une certaine anxiété de la part d'Oppenheimer quand il avait le mal du pays, quand il était parti pour faire ses études en Europe, avant de retourner donc aux États-Unis. Tu sens que c'était exprimé de cette façon-là, genre que ça explosait, on va dire, à l'intérieur de lui. Il y a aussi toutes des vibrations avec la mise en scène qui se montre, avec le fait que ben, la bombe, ça fait tout trembler. Il y a vraiment tout cet aspect au niveau du son qui est vraiment folle aussi. C'est vraiment une dinguerie. Et la musique de Ludwig Göransson est fabuleuse. Tu suis la musique tout au long du film, il y a une musique qui est constante tout au long du film, il y a aussi ce sound design qui fonctionne super bien, on entend quand il parle de bombes, quand il parle du projet Manhattan, tu sens qu'il y a derrière tout ça, le bruit du tic, du tac, qui revient aussi en permanence, et ça fonctionne à merveille, et on parle donc du projet Manhattan, donc de la bombe, et en vrai, la bombe, tu sens que
Ils ont vraiment mené tout à bien ce projet. T'as tout cet aspect physicien, la physique, la science, les scientifiques qui est abordé dans le film. Et je trouve que ça fonctionne aussi super bien. C'est super bien amené. Et la façon dont Nolan iconise certaines scènes, justement, avec les scientifiques, j'y reviendrai en partie spoiler juste après, ça fonctionne aussi super bien. Et voilà, donc ce film-là, il y a vraiment les 2 premières heures, on va dire, où on t'amène à la construction du projet Manhattan, où on va vraiment t'exploiter tous les enjeux politiques, tous les enjeux des divergences politiques, de tout ce qui est aussi les relations amoureuses, du projet Manhattan, l'aspect scientifique, qui va vraiment être amené jusqu'au bout. Et puis, la dernière heure du film, je pense que c'est un peu difficile de deviner sans avoir vu le film. La dernière heure du film, je pense que soit ça va plaire, soit ça va déplaire à certaines personnes, mais c'est vraiment un aspect totalement différent du film. Et personnellement, c'est un des moments du film que j'ai apprécié le plus, avec, bien que j'ai adoré le film dans son ensemble, mais vraiment la dernière heure du film, il y avait vraiment cette pression, cette tension constante, et franchement, ça fonctionnait super bien. Maintenant, j'ai assez parlé en partie sans spoiler, je propose qu'on parte en partie spoiler maintenant. Désolé, je bégaye un peu, mais voilà, je sais pas, il faut que je débite parce que sinon j'oublie. Et voilà. Maintenant, passons en spoiler pour le film Oppenheimer. Maintenant que nous sommes en spoiler, on peut parler un peu plus loin, aller un peu plus loin donc dans les propos. Et donc, on va rester sur la bombe. La bombe, la façon dont ils l'ont faite, la façon dont ils montrent la scène de l'explosion donc du projet, c'est la bombe de test, hein, qu'ils ont fait ça exploser dans le désert. Et j'ai adoré l'aspect aussi technique où ils te montrent vraiment l'explosion et quelques secondes plus tard, t'as l'onde de choc et t'as le son qui fonctionne en IMAX, ça explose. C'est incroyable. Si vous voulez voir le film, franchement, profitez de l'IMAX pour pouvoir le voir parce que l'IMAX pour ce genre de film, ça fonctionne à merveille. Et donc, on a tout ce moment où il y a donc cette explosion, t'as vraiment un nuage blanc et t'as juste plus aucun son, t'entends juste la respiration d'Oppenheimer, tu sens que le gars, il est stressé, il espère que ça va bien se dérouler, et pendant facilement 1 minute, tu n'as plus aucun son, t'as plus que la lumière blanche, c'est vraiment presque divin, c'est fou, t'as l'impression que c'est les dieux qui ont créé ça, alors que ce sont juste des humains qui ont vraiment créé cette bombe, et t'as ce nuage de flammes qui s'embrase devant tout le monde, et tout le monde qui est là en train de regarder, et après t'as la célébration de ce qu'ils ont produit, c'est vraiment, c'est fou, vraiment. C'est une dinguerie. Je trouve que j'avais les poils comme ça pendant toute la séance. C'était vraiment dingue. Et ouais, parce que tu sens vraiment l'ambiance dès le début du film. C'est très pesant. Et tout au long du film, t'as du suspense, t'as du stress, t'as de l'oppression. Et ça fonctionne super bien avec le projet Manhattan. Et comme je disais tout à l'heure, donc, par rapport au fait que Nolan aimait bien iconiser des scènes, il y a toutes les scènes où, justement, Oppenheimer va partir à la recherche des scientifiques. Et la façon dont il va chercher, c'est vraiment un plan, je veux dire, comment on va dire ça, un montage, comment on va dire ça, alterné entre certains moments où il enseigne, certains moments où il va chercher des scientifiques. Ça fait vrai, très film super-héros, ils vont chercher les super-héros par-ci, par-là, et ça fonctionne très bien aussi. Donc j'ai adoré la façon dont c'était monté, la façon dont c'était tourné, c'était très dynamique dans la façon de faire. Et ouais, non, ça fonctionnait super bien, et t'es scientifique, tu penses avoir des petits scientifiques par-ci par-là, mais t'as vraiment des acteurs, quoi. C'est Jack Quaid, le mec de The Boys, ou encore le mec qui a joué dans... Il y a aussi un acteur, là, j'ai plus le nom, mais il a joué dans l'école fantastique, là, avec Kurt Russell dans les années 2000. L'acteur, je sais pas si je vous mets à l'écran ici, mais si je l'ai pas sous la main, mais voilà, c'est quelque chose aussi, c'est qu'ils vont vraiment chercher tous des acteurs de renom, même des acteurs qui font des plus petits rôles ou quoi, mais il y a bien 15 acteurs où tu as déjà vu la tête. Tu sais d'où ils viennent, tu sais, tu les as déjà vus, et ça fonctionne aussi super bien. Après, la relation donc qu'il avait avec Jean, qui était plus une relation assez particulière, parce qu'elle, elle faisait partie du parti communiste, elle était communiste,
Et en fait, c'est ça aussi l'enjeu du film, c'est qu'à la dernière heure du film, on va essayer de te poser la question avec cet interrogatoire qui revient à plusieurs moments dans le film, mais c'est vraiment la dernière heure du film, on va se concentrer là-dessus, et tu sens que c'était après tout ce qui s'est passé, c'est des années après, je crois que c'est en 54, des années après ce qui s'est passé à Hiroshima, il y a vraiment toute cette tension de savoir est-ce que Oppenheimer n'est pas donc du côté des communistes et qui n'aurait pas donc fourni des informations aux soviétiques pour pouvoir eux construire aussi leurs armes de destruction massive. Et en fait, ils vont donc revenir à tous les moments dans le passé d'Oppenheimer où il a eu donc la relation avec Jean, donc qui était justement du côté des communistes. Et donc cette relation-là était au final devenue impossible. Il a dû s'éloigner d'elle. En plus, il avait donc sa nouvelle femme, ici Kitty, qui elle aussi avait un passé communiste, mais qui était vraiment plutôt communiste du côté américain, et pas donc soviétique, et qui a pensé justement que c'était deux choses totalement distinctes. Et franchement, elle a toute cette scène où elle va justement défendre Oppenheimer, défendre son côté, ses pensées, on va dire, et ça fonctionne aussi à merveille. Et donc revenons sur Florence Pugh, cette scène où il y a tous ces deux qui vont donc se retrouver par-ci, par-là, tu sens que c'est un amour qui dure, mais au final, Oppenheimer, pour le bien de son projet, pour le bien de tout ce qui se passe autour de lui, va devoir s'éloigner d'elle, parce que à l'époque, donc si tu étais du côté de gauche, c'était vraiment très mal vu, et ça pouvait poser problème donc en tant que citoyen américain, et donc c'est pour ça que Oppenheimer, toute cette scène-là, il y a cette question de l'habilitation donc du gars au sein des États-Unis, qui va donc au final être refusé parce que voilà, on est quand même persuadé que malgré tout ce qu'il a pu fournir, il est quand même probable, comme ils le disent dans le film, qu'il ait pu fournir des informations aux ennemis, à savoir les soviétiques. Et donc ça, cette séquence-là, ça t'annonce vraiment la base de la guerre froide qu'il y aura lieu entre les États-Unis et la Russie par la suite. Et donc voilà. Après donc, si on peut revenir aussi sur le personnage encore une fois de Florence Pugh, donc de Jean, qui va ensuite, après son chagrin d'amour, après l'avoir, après que Oppenheimer l'ait quitté pour de bon, elle va donc partir en dépression et finalement se suicider, malheureusement. Et ça va avoir aussi un énorme impact sur le moral donc d'Oppenheimer, qui va le suivre ensuite pendant des années. Et justement, son moral, son aspect traumatique, ça, on va vraiment y revenir encore plus ici. Donc cette image-là, c'est vraiment l'une des dernières scènes du film, pardon, où tu vas sentir que Oppenheimer, il est vraiment traumatisé par tout ce qu'il a pu produire, parce que lui, la bombe, le projet Manhattan qu'il faisait là, c'était vraiment créer la bombe pour faire peur aux Japonais, c'était vraiment pour dire qu'ils avaient une ressource pour pouvoir montrer leur puissance, et finalement, le projet Manhattan aura donc été confié au gouvernement américain qui n'aura pas attendu et qui aura largué la bombe sur Hiroshima, et le fait qu'il ait largué la bombe, ben, tu sens que le gars, là, il se rend compte. Il se rend compte qu'il a vraiment fait une énorme connerie. Il est plein de regrets par la suite. Et ça, tu sais que tout au long du reste de sa vie, il sera vraiment rempli de regrets de tout ce qu'il a pu causer comme mal. Donc, pour les 200 000 personnes qui étaient donc au Japon, par exemple. Et il y a cette scène où il retourne juste après l'explosion d'Hiroshima, donc dans une espèce de salle avec plein de gens qui sont sur des estrades et ils font plein de bruit et le bruit ça le rend anxieux et ça aussi c'est vraiment très très bien joué avec les vibrations derrière lui, de nouveau l'explosion, tout ça, ça lui rappelle beaucoup de trucs et la mise en scène était folle. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je pense avoir parlé de beaucoup de choses dans le film. Il y a aussi certainement énormément de choses que j'ai dû oublier. Mais moi, tout ce que je retiendrai du film, c'est la fameuse phrase iconique d'Oppenheimer, c'est « Je suis devenu la mort, le destructeur de monde ». Et ça, il l'a dit plusieurs fois dans le film. Et je vous invite à aller voir vraiment le speech, le discours du véritable Oppenheimer sur YouTube. Vous le trouverez, vous tapez I am become death, the destroyer of worlds. Vous trouvez ça directement sur YouTube. Et tu sens dans son discours que c'est un homme qui est détruit intérieurement, que c'est plus la même personne. Et dans ce film, je trouve que Cillian Murphy était incroyable dans la façon de reproduire justement cet aspect traumatique. Un homme vraiment traumatisé par les événements, dépassé par tout ça. Donc ça fonctionnait super bien.
Voilà, je vais m'arrêter là pour la critique d'Oppenheimer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et aussi ce film, qui était quand même assez long, 3 heures de film. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film et n'hésitez pas non plus de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et aussi me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram pour découvrir tous mes autres contenus que je peux vous proposer. Et en attendant, il me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.